Donc bonjour à toutes et tous. Ouais, donc, je vous prie de m'excuser. Hein, mon anglais n'est pas à la hauteur de ce que j'entends depuis ce matin. Donc je me garderai de faire une présentation en anglais. Je la ferai en bon français. Alors pour autant, on a tenté, malgré tout, une traduction qui vaut ce qui vaut, qui est très approximative sur le support en anglais. Alors s'il y a quelques âmes charitables qui veulent bien lever la main quand la traduction n'est pas très pure, n'hésitez pas. Moi, je prends, ça me va, je progresse. J'essaye. À la fin de l'intervention, j'aurai déjà un peu progressé, je pense, grâce à votre aide. Alors, pour ma part, donc, je suis conseiller juridique dans une administration qui traite du risque au quotidien, puisque c'est service d'incendie et de secours, en Haute-Savoie, qui le traite tout autant sous le volet préventif que sous le volet, je vais dire, curatif, le secours. C'est quand même pour ça que les sapeurs-pompiers sont le plus connus. Et notamment avec une activité assez forte en montagne, au niveau du secours en montagne. On l'observe depuis quelques années, on verra quels sont les motifs, mais on sait d'ores et déjà qu'il y a un véritable engouement pour les pratiques en milieu de montagne qui se développe, et notamment avec un retour assez fort au moment de la période post-Covid, où il y avait une certaine frustration qui s'était installée et où depuis, c'est reparti de plus belle. Donc effectivement, c'est un service qui est assez occupé sur ce secours-là, bien que sur le volume de secours plus global, ça représente quand même une part qui est assez infime. Ce n'est pas non plus la majorité des interventions. Et une bonne partie d'ailleurs, on le verra sur la toute fin du propos, sur la partie justement traitement du risque sous l'angle du secours, dont une bonne partie est effectuée notamment en haute montagne par le moyen héliporté, puisqu'une accessibilité très difficile. Et je suis par ailleurs chargé d'enseignement vacataire à Grenoble depuis une vingtaine d'années. Alors là, très axé sur les pratiques sportives en milieu naturel, toujours avec cette question du risque qui est très prégnante, forcément. Donc voilà, c'est auprès de licences et de masters, notamment en management du sport. Ce que je vous propose en deux temps, c'est déjà de revenir un petit peu sur la manière dont est définie par la loi la montagne en France. C'est assez pauvre d'ailleurs, il n'y a pas des définitions extrêmement précises, mais il en existe une dans la loi montagne. On reviendra sur les critères qu'elle pose. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera plus clairement du traitement du risque, et toujours sous l'approche légale réglementaire, c'est-à-dire comment le droit français aujourd'hui appréhende cette question. Et bien évidemment, autour de cela, la question du changement climatique qui a beaucoup été évoquée par les spécialistes que je ne suis pas, mais il sera aussi utile de voir comment c'est appréhendé dans le texte et comment concrètement on avance ou on n'avance pas sur cette question du changement climatique. Je ferai notamment état d'un rapport de la Cour des comptes qui est assez récent, qui se situe sur une dimension financière. C'est le travail de la Cour des comptes, c'est d'auditer les finances publiques, et le constat est sans appel. Voilà. C'est un rapport assez récent, de février 2024, sur lequel je ne ferai pas une présentation détaillée, mais sur lequel je reviendrai parce qu'il est utile, et encore une fois, c'est un constat qui est sans concession. Voilà, c'est sans filtre. Alors tout d'abord, la montagne, oui, pardon, il faut que je pense à poser... Avec le pointeur, je peux le faire? Oui. Si. Non, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là? D'accord. Oui, allez, très bien, merci. Voilà. Donc, la montagne, quelle définition en droit? Alors, aujourd'hui, la loi définit la montagne comme un milieu spécifique au regard des principaux critères suivants. C'est comme ça que c'est posé par la loi montagne, qui date, qui est une loi de 1985, qui a connu une modification assez importante pour la dernière en date, qui remonte à fin 2016. Et elle définit ce milieu spécifique au regard des principaux critères suivants. Il y a d'abord les handicaps naturels qui affectent ce milieu, notamment la forte dénivellation qui caractérise la majeure partie des territoires de montagne. Et puis, ça reviendra assez régulièrement, les conditions climatiques difficiles, et notamment parce qu'elles sont liées à l'altitude. Après avoir posé ces critères, le texte fait état des conséquences de ces contraintes, on peut les qualifier comme telles,
Je n'irai pas jusqu'à parler de milieu hostile, mais dans certaines conditions, on peut. Je sais que dans les textes qui régissent l'action des services d'incendie et de secours, le texte parle très clairement de milieu hostile, qui doit d'ailleurs conduire les services d'incendie et de secours à déclencher les moyens le plus précocement possible lorsqu'il y a une notion de vie humaine en jeu. On n'hésite pas à qualifier de milieu hostile. Le texte fait ainsi état, donc ce même texte qu'est la loi montagne, son article 3, fait ainsi état des conséquences de ces contraintes sur l'exercice de certaines activités économiques et sur la réalisation des aménagements en zone de montagne. Une observation là-dessus, je crois que ça reviendra plus tard dans les propos, dans les différentes interventions. On parle de vieillissement des infrastructures en milieu de montagne. Le coût de la construction n'est pas étranger à cette réflexion. On a des coûts tels qui sont d'ailleurs très prégnants dans la loi. L'article en parle très clairement. On a des coûts assez exorbitants, ce qui peut expliquer qu'il n'est pas nécessairement sur certains équipements le renouvellement attendu, avec pour conséquence un vieillissement des infrastructures, ce qui peut, encore une fois, accentuer le risque, en tout cas générer une difficulté supplémentaire dans la gestion du risque. Vous avez notamment sur les chalets d'altitude, enfin les refuges d'altitude, on a quelques refuges d'altitude qui sont particulièrement vieillissants et qui posent des vrais problèmes de sécurité, en particulier au service d'incendie et de secours, et sur le volet prévention et sur le volet distribution des secours. Outre les impacts économiques, la montagne connaît de nombreux aléas susceptibles de se manifester avec plus ou moins d'acuité. La montagne, outre être qualifiée d'environnement spécifique, c'est un espace attractif. Au-delà de ces activités traditionnelles que l'on connaît, les activités agricoles, pastorales, forestières, artisanales, qui d'ailleurs, là aussi, sont prévues dans la loi montagne. On considère qu'il y a lieu de développer ces activités, il faut les promouvoir, les développer. La montagne est appréhendée comme un espace de liberté. Vous avez aujourd'hui quantité d'études, ça foisonne sur Internet. Vous avez des études, elles vont toutes dans le même sens. Il y a un véritable engouement pour ces activités, il y a un sentiment effectivement de liberté, d'air libre, de rafraîchissement même avec le réchauffement climatique, qui fait qu'il y a une véritable attractivité de ce territoire de montagne. À ce titre, elle est marquée par une fréquentation touristique qui est soutenue, même si sur les dernières années, on observe plutôt un maintien de l'activité, il n'y a pas non plus une explosion de l'activité touristique, mais elle se situe quand même à un niveau assez élevé, avec d'ailleurs une diversification, même si elle est encore, je pense, insuffisante, hiver-été. Et il se trouve que ce milieu de montagne, cet espace de montagne, constitue plus que jamais un espace privilégié pour les pratiques sportives de nature. Pratiques, alors là pour le coup, outdoor, j'aurais au moins donné un terme en anglais. Effectivement, il y a un véritable engouement pour les pratiques outdoor, et s'il est un terrain privilégié, s'il est un espace privilégié pour ces pratiques, c'est bien la montagne. On verra d'ailleurs que la définition qui est donnée des sports de nature, je crois que c'est la slide d'après, la définition qui est donnée par le Code du sport des sports de nature, des sports outdoor, c'est une définition faite par les territoires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'approche sociologique ou sous un autre angle, c'est clairement par les territoires que l'on définit aujourd'hui les sports de nature, par les territoires bien évidemment dans lesquels ils s'exercent. Et aujourd'hui, le Code du sport nous dit que les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. On est vraiment sur une approche par les lieux. D'accord ? Si on donnait une définition peut-être plus sociologique et moins juridique, en pratique, les sports de nature ou les sports outdoor regroupent l'ensemble des activités physiques ou sportives, compétitives ou de loisirs, motorisées ou non. Il est vrai qu'en droit français, je fais une petite parenthèse, les activités motorisées dans les espaces naturels, le texte c'est un peu haro-haro. Vous avez une loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels qui ne laisse pas beaucoup de suspense. L'article 1, c'est « Les pratiques sportives motorisées dans les espaces naturels sont interdites ». Mais pour autant, bien qu'elles soient appréhendées par la loi avec la plus grande sévérité parce qu'elles sont considérées comme étant les activités à plus fort impact sur le milieu naturel, pour autant aujourd'hui,
elles font partie des sports de nature. D'accord ? Et d'ailleurs, quand vous faites des études un peu sociologiques, les pratiquants de sports motorisés revendiquent le même attachement à la nature que, par exemple, les randonneurs. Et d'ailleurs, sur le terrain du bilan carbone, on peut d'ailleurs relativiser les choses. Entre celui qui prend son gros 4x4, qui parcourt 50 km pour faire une petite randonnée, et celui qui vient avec son petit quad, la question du bilan carbone peut se poser. Donc, je disais activité motorisée ou non, qui se pratique dans des espaces naturels, sur et sous terre, sur et sous l'eau, mais aussi dans l'air. Il ne faut pas oublier ces activités. On parle souvent des activités terrestres, mais aujourd'hui, il y a quantité d'activités de vol libre qui se sont développées, avec une partie d'entre elles qui sont assez extrêmes, base jump, wingsuit, et puis on a le vol libre classique, le parapente, le deltaplane, etc. Mais ça fait partie des sports de nature et qui, pour le coup, s'exercent a priori, au départ au moins, en milieu de montagne. Et on parle en général d'espaces non clos et qui se caractérisent, là aussi à relativiser, par un faible par une absence ou un faible aménagement. Alors j'ai mis entre parenthèses, bien évidemment, même si certains sports, c'est le moins qu'on puisse dire, de nature, classés comme tels, comme le ski, alpin en particulier, peuvent nécessiter la réalisation d'équipements lourds, bien évidemment tels que les remontées mécaniques. Et pourtant, on les considère comme des sports de nature. Troisième élément caractéristique de la montagne, avec un point d'interrogation, on pourrait mettre sur milieu à risque. C'en est un malgré tout. Diversité des aléas, confrontés aux enjeux multiples. Je vous ai reproduit le schéma assez classique, aléas, enjeux, risques. Mais effectivement, on a une diversité des aléas, confrontés aux enjeux multiples, notamment une affluence massive, voire une surfréquentation des sites, un développement de l'aménagement, un vieillissement des infrastructures, expose à un accroissement des risques. Les risques, on peut les classer sous deux grandes catégories, on pourrait être encore plus fin, bien évidemment. On a les risques naturels, ceux qui sont peut-être le plus parlants, les avalanches, les mouvements de terrain, les chutes et éboulements, les crues torrentielles, les inondations, les feux de forêt. On en a d'autres. Je pense notamment, par exemple, pour revenir au ski, où on sait tous que l'enneigement artificiel a pris une part colossale. Dans certains pays, c'est pratiquement 80 à 90% l'enneigement des stations. En France, on doit être à un peu plus de 50%. Pour mémoire, les derniers JO d'hiver en Chine, quelle était la part d'enneigement artificiel, en Chine? Vous avez un peu le chiffre, la proportion? 100%. Ça a été 100% d'enneigement artificiel. D'ailleurs, on le voyait bien sur les images, puisqu'on avait un petit îlot de neige là au milieu, puis tout autour, c'était la verdure. Donc on a véritablement balancé des kilos de neige, surtout des litres d'eau, pour pouvoir faire cet enneigement artificiel. Et on a les risques anthropiques, ceux qui n'ont pas cette origine naturelle, mais plutôt l'origine de l'homme. Et on peut trouver notamment du risque technologique, du risque bâtimentaire, les téléportés, tout ce qui est télésièges, etc., c'est-à-dire les équipements qu'on utilise, tout ça, c'est du risque. Chez les sapeurs-pompiers, c'est quelque chose qui parle énormément, ces risques de téléportés. Ça fait même partie de nos 2 ou 3 grands scénarios catastrophes en montagne. Il y a l'avalanche, classique, bien évidemment, et il ne faut pas mépriser cet événement naturel qui est assez fréquent. Mais l'une des grosses craintes dans les services d'incendie et de secours, c'est véritablement le déraillement de téléporté, qui tout de suite peut faire quantité de victimes. Et puis bien évidemment, ces risques naturels anthropiques sont significativement amplifiés en fréquence comme en intensité par les effets du changement climatique. On arrive au point de la gestion du risque en montagne, et toujours sous l'angle du droit bien évidemment, je ne sais faire que ça, plus ou moins bien d'ailleurs. Quel encadrement ? Alors, tout d'abord, juste revenir sur la question de la prise en compte du changement climatique dans les textes français. C'est d'apparition assez récente. Dans le cadre des politiques publiques de développement de la montagne, mises en œuvre principalement par l'État et les collectivités territoriales, la loi insiste sur la nécessité, je vous ai cité le texte issu de la loi montagne tel quel,
de prendre en compte et d'anticiper les effets du changement climatique en soutenant l'adaptation de l'ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricoles, forestiers et touristiques. C'est l'article 1 qui le dit en son troisième point. Si on prend une autre disposition, là plus sous l'angle aménagement et urbanisme, le Code de l'urbanisme précise pour sa part que le développement touristique et en particulier la création et l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ça, c'est le texte. Qu'en dit la fameuse Cour des comptes? Conclusion du rapport public, les stations de montagne face au changement climatique. Cour des comptes, février 2024. Pardon, excusez-moi pour les anglophones. Ce que nous dit la Cour, elle estime que face à un changement climatique très marqué en montagne, il est d'ailleurs, dans presque toutes les études, je pense que les spécialistes ne me démentiront pas, plus marqué qu'ailleurs en montagne, eh bien, face à un changement climatique très marqué en montagne, le modèle économique des stations s'essouffle. Et il est vrai qu'on est beaucoup autour du tout station et du tout ski. Et les politiques d'adaptation, très clairement, la Cour des comptes dit, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et la juridiction financière, donc la Cour des comptes, recommande notamment 1. D'instaurer une nouvelle gouvernance sur des territoires plus larges, 2. D'améliorer la préservation des ressources et la valorisation des espaces naturels. Alors, ce n'est pas que des effets d'annonce, j'ai pris en synthèse, j'ai mis un exemple, notamment en disant très clairement, il faut rationaliser le parc des remontées mécaniques, dont une grande partie d'ailleurs est vieillissant, ce parc de remontées mécaniques. Et puis enfin, et c'est quand même la principale prérogative de la Cour des comptes, c'est de parler finances publiques, d'affecter une part des revenus du ski au financement de la transition. Elle est nettement insuffisante. Je rappelle quand même que les stations de ski, sans faire non plus une attaque en règle, mais je rappelle que les stations de ski, notamment une bonne partie d'entre elles en tout cas, les gestionnaires de domaines skiables, ont largement bénéficié des aides économiques d'État pendant la période Covid, dans des proportions qui ont été considérables. Alors, tous les opérateurs économiques en station de montagne ne se valent pas. On a des petits opérateurs économiques sur des petites stations de moyenne montagne, d'ailleurs, qui s'éteignent un petit peu faute d'enneigement. Et puis, on a des mastodontes. On a la Compagnie des Alpes, par exemple, dont je rappelle quand même que l'opérateur économique qui ne se cache pas, d'ailleurs, qui est derrière la Compagnie des Alpes, c'est la Caisse des dépôts et consignations. D'accord ? Avec une levée de fonds considérable, puisque le principal jouet financier, la principale manne financière dont profite la Caisse des dépôts et consignations, c'est notamment nos livrets A et consorts, tous les livrets d'épargne, puisque la Caisse des dépôts et consignations, c'est aussi le groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Et je rappelle que c'est un des plus gros opérateurs économiques dans le domaine du tourisme et du loisir en France et même au niveau mondial. Presque tous les parcs à thème appartiennent à la Caisse des dépôts et consignations, et notamment à la Compagnie des Alpes. D'accord ? Donc très 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 gros opérateurs. Et effectivement, quand on voit les chiffres, la question se pose de la redistribution de cette manne pour assurer la transition. Si on axe un peu plus sur la prévention des risques en montagne, aménagement et construction, ce que dit le texte, même si encore une fois ça peut être insuffisamment pris en compte dans la réalité du comportement des collectivités au quotidien, la prévention des risques naturels prévisibles et des risques technologiques est érigée clairement par le texte en objectif général. C'est posé comme tel dans l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que dans chaque projet d'aménagement ou de construction, notamment en zone de montagne, la dimension risque naturel prévisible et risque technologique doit être prise en compte. Plus concrètement, il revient à l'autorité de l'État, le préfet du département, d'arrêter un plan de prévention des risques naturels pour les communes pour lesquelles ça le justifie, puisqu'il faut qu'on ait recensé au moins un risque naturel. D'accord ? Plus spécifiquement, lorsqu'on parle de la montagne, en l'absence même de plan de prévention des risques naturels arrêté par le préfet, dans tous les cas, ce que dit le texte, c'est le L563-2, pour les détails du Code de l'environnement, nous dit que
En l'absence de PPRN, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, construction, installation soumis à une demande d'autorisation tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse des risques préexistants connus, je fais un écho à ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit les risques préexistants connus ou ceux qui pourraient résulter des modifications du milieu envisagées. D'accord ? Donc là-dessus, on l'a la disposition dans le texte. Vous avez par ailleurs, on en a parlé un petit peu dans les slides avant, une procédure particulière qui vise les gros aménagements en secteur de montagne, ce qu'on appelle les unités touristiques nouvelles. D'accord ? Là aussi, on l'avait déjà cité cet article tout à l'heure, très clairement, dans les unités touristiques nouvelles, dans la procédure des UTN, la vulnérabilité de l'espace montagnard au regard du changement climatique doit être appréhendée. Chaque fois, on devrait faire un écho avec le rapport de la Cour des comptes, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de l'audit des politiques publiques, mais néanmoins la Cour des comptes nous dit, aujourd'hui, en 2024, c'était en février, mais c'est toujours aussi vrai en août, nous n'y sommes pas au regard des enjeux. Je rappelle quand même que cette disposition dans la loi, je ne l'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure sur le changement climatique, elle est intervenue aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans, puisque l'écriture sur la prise en compte du changement climatique dans la montagne est issue de la modernisation de la loi par une autre loi donc de décembre 2016. Donc ça fait quand même 8 ans. Là, ce n'est pas comme si on disait la loi elle est d'hier. On est à 8 ans et la Cour des comptes dit non, on n'y est encore pas. La prévention des risques en montagne, là pour le coup, les activités sportives et de loisirs. Clairement, tout ce qui concerne la prévention des risques liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs, c'est une prérogative de ce qu'on appelle l'autorité de police administrative. Alors, qu'est-ce qu'une autorité de police administrative ? Pour faire une distinction simple, ça n'est pas la police judiciaire. La police administrative, c'est une police qui est une police préventive, c'est-à-dire qu'on va confier à certaines autorités, au niveau local très clairement, le maire et le préfet, le soin de prendre toutes les dispositions en amont pour éviter qu'il y ait une atteinte à ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, on pourrait le définir sur un plan, j'ai envie de dire sociologique, peut-être pas juridique, comme l'aménagement harmonieux des rapports en société, mais concrètement, plus précisément, l'ordre public en France, c'est la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique et par extension, la protection des milieux, la protection de l'environnement. Donc à chaque fois que l'ordre public sera menacé sous l'un de ces angles-là, sécurité, salubrité, tranquillité, protection de l'environnement, les autorités désignées par le texte doivent en prendre toute mesure pour prévenir ce risque. Et ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'une pratique. Si on fait une gradation, c'est dans la slide d'après, des mesures qui peuvent être entreprises par les autorités, ça va de la simple signalisation du danger, c'est-à-dire que je n'interdis pas la pratique, je la laisse se dérouler, simplement, moi, autorité, je porte à connaissance des pratiquants, du public, un risque objectif. Ça peut aller ensuite par un encadrement plus ou moins fort de l'activité, peut-être d'ailleurs en autorisant l'accès à des sites que sur une partie de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Et puis ça peut aller jusqu'à la mesure la plus liberticide, parce que c'est quand même ça qui est en jeu, c'est la liberté individuelle. La pratique sportive n'est jamais qu'une modalité de la liberté d'aller et venir, qui est un principe constitutionnel. C'est dans le préambule de la Constitution, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Le droit que nous avons les unes, les uns et les autres de se déplacer d'un point A à un point B du territoire sans entrave et avec le moyen de notre choix, c'est une liberté fondamentale. Donc quand une autorité, quelle qu'elle soit, interdit la pratique, c'est bien à cette liberté qu'elle porte atteinte. Donc ça va devoir être motivé. Mais pour autant, les autorités sont fondées et même obligées de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir toute atteinte, notamment sous l'angle de la sécurité. L'essentiel des mesures de police administrative qui sont prises par le maire ou le préfet se situe sous l'angle de la sécurité. Alors, j'ai reproduit l'article de principe, qui est un article un peu lourd du Code général des collectivités territoriales, mais vous le voyez, on les cite très objectivement, et c'est un article qui date pour le coup, il n'est pas récent celui-ci, mais on cite, pour exemple presque,
les fameuses atteintes, les risques d'atteinte à l'ordre public, et notamment les phénomènes naturels, ou moins naturels. Mais on parle de fléaux calamiteux, des pollutions de toute nature, des incendies, des inondations, des ruptures de digues, des éboulements de terre, rochers, des avalanches ou autres accidents naturels. 3 petits points parce que la liste continue un petit peu. Donc, c'est vraiment tout ça, le domaine de ces autorités locales en termes de prévention du risque, c'est tous azimuts. Juste, c'était une idée que j'ai sur la caractérisation des différents risques en montagne. On parle des risques assez classiques que l'on connaît. Il y a un risque qui préoccupe aussi les sapeurs-pompiers de plus en plus, qui est précisément lié à l'enneigement artificiel, c'est les retenues collinaires. Puisqu'il faut de l'eau pour faire l'enneigement artificiel, la neige artificielle, et du coup, il faut la retenir, cette eau. Et on la retient dans des bassins qu'on appelle les retenues collinaires, et qui nous posent, nous, au service d'incendie de secours, un véritable problème en termes de risque, d'occurrence de risque, et de risque en termes de conséquences. En cas de rupture de ce type de retenue collinaire, on ne s'assure pas nécessairement qu'il n'y a rien en dessous, bien évidemment. Je le disais, la police administrative, donc on l'a déjà évoqué, ça porte sur la salubrité, la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la protection de l'environnement. Alors, on s'est aventuré à une traduction de salubrité sous différents angles pour que tout le monde comprenne, mais ça n'est pas limité qu'à la santé. On parle aussi, en fait, c'est les conditions d'hygiène. La salubrité, c'est notamment tout le périmètre de la lutte contre les virus, etc., comme on l'a connu, les pandémies, tout ça, c'est dans la salubrité. Ça peut être tout simplement aussi la pollution du milieu, même si aujourd'hui, la question de la protection de l'environnement est une finalité à part entière de la police administrative. D'ailleurs, ce plan de la répartition, l'autorité qui reçoit pratiquement tous les pouvoirs de police administrative en matière de protection de l'environnement, c'est le préfet. Alors que pour l'essentiel, l'autorité qui est toute désignée pour traiter l'ordre public au niveau de la commune, c'est le maire. Mais il est vrai que la police de l'environnement relève par priorité du préfet. Quelques mots sur le traitement du risque. On approche sur la partie plus secours en montagne. Avant tout, une petite parenthèse sur l'accidentologie. Il y a de la littérature sur Internet, mais il y a relativement peu de services qui vraiment concentrent l'activité du secours en termes statistiques. Vous avez le SNOSM, donc le Système national d'observation de la sécurité en montagne, qui relève des grandes écoles de la montagne, ENSA notamment, à Chamonix, et qui recense chaque année les accidents qui ont donné lieu à intervention des services de secours en montagne. Alors en réalité, ça n'est pas très exhaustif parce que c'est beaucoup axé intervention du PGHM. Par exemple, les interventions des services d'incendie et de secours sont très peu comptabilisées, mais on est en train, justement, nous par exemple au SDIS de Haute-Savoie, mais c'est valable pour d'autres services d'incendie et de secours, de signer une convention avec le CNESM pour qu'on puisse les alimenter en données statistiques des services d'incendie et de secours quant aux missions réalisées en montagne, pour qu'on soit au plus près de la réalité. Mais ça a le mérite d'exister, et les bilans qu'ils font sont assez, pour le coup, ciselés. Notamment, on distingue vraiment ce qui relève des morts, traumatiques, non traumatiques, des blessés traumatiques, non traumatiques. Et puis, il y a une classification par type d'activité sportive, hiver comme été. Donc c'est utile, c'est parfaitement utile pour avoir une représentation de ce qu'est l'accidentologie en montagne. D'ailleurs, on peut le dire de manière assez triviale, mais les pratiques sportives en montagne sont moins accidentogènes que des pratiques de sport collectif comme le foot. Par contre, les conséquences sont beaucoup plus fatales. La montagne est un milieu, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas convaincus quand même, qui présente un petit peu de risque et qui fait que la faute, parfois, est payée très cher. Là, j'ouvre une petite parenthèse sur de l'actualité assez récente. Il y a 2 mois, vous avez eu un décès sur un ultra-trail, puisque ça, c'est pareil, c'est une activité très en vogue qui se développe énormément, qui, je pense, à l'avenir, va poser de plus en plus de problèmes de sécurité. C'était l'ultra-trail du Haut-Gifre, en Haute-Savoie, à Samoin, où on a plutôt des gens, d'ailleurs, qui sont aguerris à la pratique. On a eu un décès par suite de conditions climatiques qui étaient un peu difficiles et qui, d'ailleurs, étaient plus ou moins annoncées par l'organisateur. Quand il a pris le micro pour
pour lancer l'épreuve, il a clairement annoncé que ça allait être très très costaud au niveau des conditions climatiques. Il ne croyait pas si bien dire, savoir que ces ultra-trails partent à des heures, là ils partaient à minuit, hein. Donc c'est à la loupiote, et du coup ils se sont retrouvés sur une descente assez ardue qu'on appelle la pointe d'Angolon du côté de Samoin, et là ça a été une cata, ça a été une véritable cata. Il y en a un qui est décédé, hein, qui s'est vraiment fracassé, et il y a eu quelques blessés, mais franchement, quand on écoute les appels d'urgence qui ont été passés ce jour-là, c'est... Le gars dit très clairement, c'est apocalyptique, quoi. Voilà, les conditions climatiques, on a eu affaire à ce qu'on pourrait presque qualifier, je ne sais pas si on est allé jusqu'à ce niveau-là, mais de crue torrentielle sur la pointe d'Angolon, où vraiment, hein, c'était pourtant on a affaire à des pratiquants aguerris, hein. C'est rarement quand même des sportifs du dimanche qui s'alignent sur ce type de compétition, qui dure sur plusieurs jours parfois, et en milieu très ardu, mais ça a été particulièrement raide. Et se pose la question d'ailleurs, ça sera peut-être en guise de conclusion, mais la question du risque, de son acceptation, de ce que l'on peut ou pas reporter sur les pratiquants, se pose aujourd'hui. Et elle va se poser de plus en plus. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sur il y a des personnes aguerries à la pratique qui viennent en connaissance de cause, pour chercher d'ailleurs une adrénaline, c'est ce qu'on vient chercher un petit peu. La vraie question, c'est dans quelle mesure, et cette question elle se pose quotidiennement, notamment aux magistrats en France, dans quelle mesure on peut opposer à ces pratiquants leur propre acceptation des risques. Alors je le dis très clairement, hein, très timide le juge français sur l'acceptation des risques, hein. Il demande à être convaincu, c'est vrai, mais alors pour le convaincre, il faut beaucoup d'énergie. Il préfère quand même, d'une manière assez générale, faire supporter la responsabilité sur l'organisateur qui est en droit ce qu'on appelle le créateur du risque, le générateur du risque. D'accord ? Mais les choses vont peut-être évoluer avec le temps, où de plus en plus, l'acceptation du risque peut-être prendra du relief. Et c'était la dernière slide sur la distribution des secours. On n'est pas trop long quand même. Je rappelle que le secours en montagne en France, il est assuré en interservice. Il y a plusieurs services publics qui interviennent, et qui interviennent, je dis publics, parce qu'ils interviennent également avec le concours des associations agréées de sécurité civile, notamment, il en existe quelques-unes en montagne, mais les principaux acteurs publics du secours en montagne, service d'incendie et de secours, le PGHM, le SAMU, bien évidemment, les hélicoptères de la sécurité civile, en fonction des besoins, sont médicalisés, bien évidemment, dans le cadre d'une mixité, et puis, dans quelques rares massifs en France, on a également la police nationale qui intervient à travers les CRS. Vous savez que les compagnies républicaines de sécurité, que l'on connaît surtout pour le maintien de l'ordre, notamment dans les grandes manifestations, ont aussi une compétence, notamment en montagne, et puis en océan, puisqu'ils font également le sauvetage, la surveillance des plages, même si sur ces deux aspects, il y a eu quand même un désengagement de ces services-là dans ces activités de secours pour les recentrer plus sur des missions de maintien de l'ordre public. Les conditions de coordination de ces différents services publics sont fixées par une circulaire aujourd'hui qui a été signée par le ministre de l'Intérieur, qui date de 2011. Parce que je vous laisse quand même imaginer que quand on fait intervenir plusieurs services publics sur un même espace, il y a quelques logiques corporatistes qui ont la dent dure et qui nécessitent quand même qu'il y ait une intervention de l'autorité supérieure pour assigner à chacun, ou en tout cas essayer de faire en sorte que la coordination au profit de la victime ne se traduise pas par des logiques institutionnelles qui nuisent un petit peu à l'efficacité de l'ensemble. J'ai été bon sur le côté diplomate, parce que si je devais l'exprimer avec des termes un peu plus crus, les propos n'auraient pas leur place dans cette enceinte. Et puis de toute façon, sur la base de cet arrêté ministériel, dans chaque département, le préfet de département prend un arrêté qui fixe des dispositions spécifiques, ce qu'on appelle dispositions spécifiques Orsec secours en montagne, pour le département concerné. D'accord ? Et c'est toujours, encore une fois, là, entre les différents services concernés, un peu la guerre de tranchées pour essayer de trouver un texte d'accord qui satisfasse toutes les institutions en présence. Et puis ici, il y a, puisqu'on est quand même sur le risque,
il y a au sein des services d'incendie et de secours un document qui est assez précieux, qui est ce qu'on appelle le SDACR, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, là aussi qui est établi et qui est élaboré de manière quinquennale sous l'autorité du préfet qui le signe, et qui vient, de la manière la plus exhaustive possible, faire un recensement sur l'ensemble du territoire départemental de tous les risques existants, avec une dichotomie ou un classement assez simple, le risque courant et le risque complexe. Le risque courant, c'est celui qui revient quotidiennement, qui n'a pas des conséquences dramatiques, en général des conséquences assez relatives en termes d'atteinte aux personnes et aux biens, mais qui revient régulièrement et qui se combat avec des moyens simples. Le risque complexe, son occurrence est beaucoup plus élevée, ça vient beaucoup plus rarement. En revanche, les conséquences sont en général beaucoup plus importantes, et sur les bilans humains et sur les bilans matériels, et ces risques complexes se combattent avec des moyens beaucoup plus élaborés, avec des moyens notamment spécialisés. Voilà. En tout cas, le SDACR doit faire un inventaire, un recensement de l'ensemble de ces risques, et dans un deuxième temps, il doit fixer en face des objectifs de couverture en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels et en termes de délai. Voilà l'objet, tel est l'objet du SDACR. Donc c'est un document, on pourrait le projeter, vous y retrouveriez à peu près tous les risques, pas à peu près d'ailleurs de manière certaine, vous retrouverez tous les risques dont on parle et dont on parlera cette semaine. Ils sont tous recensés, en tout cas lorsqu'ils existent sur le territoire bien évidemment. Je veux dire, il n'y a pas de risque en montagne, sur certains territoires, sur certains départements en France. Ils ne connaissent pas la montagne, ils n'ont pas de risque montagne. Ils ont d'autres risques, mais en tout cas, lorsqu'ils existent, ils sont recensés et on fixe en face les moyens que l'on met pour les combattre. Voilà, moi j'en ai fini avec ma présentation et je vous remercie.